Bonjour et bienvenue à Lomé, qui est en cette semaine la capitale du continent, puisque l'Union africaine réunit ici l'ensemble des chefs d'État du continent pour évoquer l'économie bleue. Comment protéger nos océans contre la piraterie, mais également contre le pillage dont ils font l'objet. Avec plusieurs chefs d'État ici pour discuter, pour prendre une charte, ou en tout cas pour voter une charte qui permette de protéger cette richesse qui est la nôtre. Et puis, nous en profitons pour parler du Togo, nous en profitons pour recevoir les personnalités qui font l'actualité dans ce magazine. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Togo. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur Alain Foucault. Et pour interroger le Premier ministre, plusieurs médias qui se sont mis en poule pour pouvoir faire entendre la voix de l'Afrique, évoquer autrement l'histoire de l'Afrique, sans condescendance mais sans complaisance. Plusieurs médias, d'abord un premier qui est YouBiz News avec Amobe Mevege, qui en est le créateur. Bonjour Amobe. Bonjour Alain Foucault. Second média dans cette opération, qui est une opération panafricaine, Equinox TV, représenté ici par son PDG, Séverin Tchouke. Bonjour Monsieur Séverin Tchouke. Bonjour Alain Foucault. Vox Africa est connu de toute l'Afrique puisque cette chaîne émet sur le continent et aux États-Unis d'Amérique, sans oublier l'Europe. Il est représenté ici par son directeur général, Jules Domché. Bonjour Jules. Bonjour Alain, bonjour à tous. Voilà pour notre plateau. Avant de rentrer dans les questions togolaises, nous allons parler de ce sommet qui réunit ici plusieurs pays. Pourquoi un sommet sur les océans à Lomé? Pourquoi c'est vous qui l'organisez? D'abord, je voudrais vous remercier, ainsi que tous vos collègues ici présents sur le plateau, pour répondre à cette question. Pourquoi Lomé? Vous savez, il s'agit du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le Togo est un pays membre. Aujourd'hui, l'Union compte 54 États membres et le Togo fait partie des 54. Donc, légitimement, comme les 53 autres, légitimement dis-je, le Togo peut abriter ce sommet. Oui, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent pour décider de faire un sommet. Il doit bien y avoir une raison. C'est de la communication, du marketing politique? Non, au-delà de ça. Laissez-moi aller peut-être au bout de ma logique en disant que c'est la conférence extraordinaire, ou sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et donc, qu'il s'agisse d'une session ordinaire ou d'une session extraordinaire, ça se tient, d'ailleurs, c'est 2 sessions ordinaires dans l'année. Une au siège, à Addis, et une dans un État membre. Et donc, le Togo étant membre de l'Union, peut abriter soit une session ordinaire ou une session extraordinaire, comme c'est le cas aujourd'hui et qui porte sur une thématique très très importante. Ensuite, pourquoi le Togo? Je voudrais tout simplement rappeler que de 2012-2013, le Togo avait été membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais membre non permanent. Donc, les membres non permanents font 2 ans. Et le Togo, en sa qualité de pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, naturellement, a représenté, comme certains autres pays, le continent africain. Et donc, a défendu le continent africain, a apporté la touche africaine dans la vision sécuritaire, eu égard à la situation que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier. Et donc, cette présence du Togo, à travers notre président, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, le Togo a défendu la vision selon laquelle, sans la paix, sans la sécurité, il n'y aura pas de développement viable et durable pour notre continent. Et donc, lors de la 23e session ordinaire de l'Union africaine, tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, en 2014, les homologues du président Faure Eswazimana Gnassingbé lui ont fait confiance en acceptant et en décidant que
ils se tiennent un sommet extraordinaire qui porte sur la thématique de la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Et pour terminer sur cette question... Rapidement, parce que... Pour terminer sur cette question, oui. Je voudrais dire tout simplement que l'acte constitutif de l'Union africaine a été adopté ici à Lomé en juillet 2000. Et donc, ce n'est que le comeback. Mais en quoi est-ce que cette thématique particulière intéresse le Togo? Pourquoi, en ce moment, tenir ce sommet ici au Togo, alors que ça coûte énormément pour organiser un tel sommet? Pourquoi? Est-ce que c'est une priorité pour le Togo d'organiser ce sommet en ce moment? Ne perdons pas de vue le développement que je venais de faire tout à l'heure, que la thématique de réfléchir ensemble sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique est une préoccupation de tous les États africains, États côtiers comme non côtiers. Peut-être qu'au cours du débat... On va en parler. On va en parler. C'est surtout sur la raison de, et donc, de ce la choix. raison, la raison, le Togo étant un pays côtier. Aujourd'hui, nous avons vu que l'économie, en termes généraux, le capitalisme, n'est plus une option qui doit permettre à l'Afrique d'aller vers son réel développement. Entre-temps, on a parlé... Vous avez dit le capitalisme? J'ai dit le capitalisme. N'est plus une option. Je dis le capitalisme sacro-sacré n'est pas une option qui doit permettre au continent africain, aux États africains, d'aller vers le développement souhaité. Et par conséquent, il faut réfléchir à d'autres mécanismes, à d'autres sources qui doivent permettre au continent d'engranger des moyens pour permettre à ce que la vulnérabilité que nous connaissons, la pauvreté qui, sans le cacher, touche une bonne partie de nos populations, il faut trouver d'autres sources qui permettent de répondre aux préoccupations de nos populations. Or, les océans, les mers constituent des réserves que si nous savons les exploiter, nous pouvons tirer des mines d'or pour régler nos problèmes de développement. Alors, voilà une des questions, une des raisons pour lesquelles le Togo, qui est un pays côtier et qui a investi énormément au niveau de notre port, a compris que discuter de cette question, mutualiser les efforts au niveau du continent, doit permettre à notre pays de pouvoir tirer son épingle du jeu. Voilà une des raisons. On parle beaucoup de ce sommet qui coûte très cher. C'est quoi le coût exactement? Le coût, c'est quoi le coût? Il serait quand même prétentieux de vouloir dire ça coûte 1000 francs ou ça coûte 2000. Mais vous sortez bien de l'argent. Ça coûte combien aux contribuables togolais? Vous savez, la première ressource, ou bien le premier coût, c'est la volonté. Monsieur le Premier ministre, ça c'est de la politique. Non, Nous, moi, je ne suis pas à faire. Ça c'est de la politique. Le Togolais lambda a Oui. envie de savoir Oui. combien on a dépensé pour organiser ce que certains ont appelé une grande sauterie Oui. à Lomé. Ça coûte quoi? Combien avez-vous sorti? Que prend l'Union africaine? Que prend l'État du Togo et les autres partenaires? De toute façon, j'ai dit, il serait vraiment prétentieux de vouloir donner un chiffre. Mais ce que je dois vous dire, c'est que le Togo fait un effort pour aller vers plus au niveau de la bonne gouvernance. Et donc, pour la bonne gouvernance, toute dépense doit être prévue dans le budget avant d'opérer la dépense. Une dépense qui n'est pas prévue dans le budget, en principe, on ne doit pas trouver de ressources. Donc vous aviez prévu ça dans votre budget? Donc, dans le budget, la loi de finances du Togo, ce que le Togo peut apporter comme contribution a été prévu. Et donc, C'était combien?
Ce que vous avez prévu. Pardon? Dépenser pour ce Pourquoi sommet. vous insistez sur le C'est chiffre? important. Parce que c'est ce qu'elle demande, ça les- la bonne gouvernance, c'est Oui, la transparence la bonne aussi. C'est la de bonne nous dire gouverne- le budget a prévu tel montant. C'est ça. La bonne gouvernance, je dis, toute dépense doit figurer dans la loi de finances et pour être effectivement exécutée et qu'à la fin, il y ait une reddition des comptes. Et donc, je crois que nous avons des sujets assez importants. On va les évoquer, les sujets. Vous en D'accord. avez le temps. Alain Foka, peut-être avant d'aborder ces sujets, j'aimerais une vérification dans votre parcours universitaire, des études hors du continent, en Europe. Est-ce que vous êtes docteur en hydroclimatologie? Effectivement. Vous Je avez vous fait pose- ces recherches aussi, hein? Tout à fait. Ah oui, d'accord. On essaye, hein? Je vous oui, pose d'accord. cette question à dessein, parce Oui. que lorsqu'on vous entend parler au sein de l'Union africaine, la jeunesse africaine, les populations africaines sont quand même étonnées de constater qu'il y a un peu une forme de légèreté lorsqu'on constate aujourd'hui, eu égard à ces enjeux, que très peu de velléités au niveau des États ont permis non seulement un arsenal politique, mais législatif pour juguler ces fléaux. Est-ce que vous, qui êtes un peu comme un poisson dans l'eau autour de cet univers, si je peux me le permettre, vous considérez qu'aujourd'hui l'Union africaine a pris fait et cause pour, à sa juste valeur, trouver des solutions à un fléau qui gangrène? Tout à fait. Je crois que le développement que vous venez de faire, on aurait pu vous prendre parmi les experts qui ont travaillé pour que la charte de l'Union africaine puisse être adoptée. Nous reviendrons, la charte, c'est tout un long processus. Le développement que vous venez de faire, c'est ça. Je disais tantôt que, vous voyez, je vous donne un exemple. Les pays producteurs du pétrole et qui ont fait des programmations par rapport à ce que coûtait le baril. Aujourd'hui, quel est le prix du baril? De moitié. De moitié. Alors, vous voyez que si on doit construire des écoles, des hôpitaux, sur ce que coûtait le baril, et subitement, il y a eu un effondrement. À $60 cours du jour. Voilà. Que deviennent les programmations? Et donc, l'or bleu, à savoir les océans, les mers, qui sont des dons de Dieu, dons de la nature, constituent des réserves que nous n'avons pas encore commencé par exploiter à bon escient. Raison pour laquelle cette thématique retenue par l'Union africaine, qui est de pouvoir mutualiser les efforts pour sécuriser et mettre en sécurité tous les trafics. Trafic, cette fois-ci, dans le sens positif du terme, le trafic commercial. 90% des exportations et des importations vers le continent transitent par la mer. Et si la mer, les océans doivent être des no man's land, des zones qui ne doivent pas permettre à ce que les marchandises commandées par les hommes d'affaires, ici au Togo, nous avons les nanabins, des commerçantes, les marchandises commandées par les nanabins, par exemple, ne puissent pas arriver à bon port. Alors, à quand le développement? Mis à part ça, les ressources halieutiques, l'écosystème marin, c'est vraiment, je dirais, des mines que nous n'avons pas encore commencé par explorer et exploiter. Et donc, cette thématique, je dirais, est un début pour le continent africain tout entier de pouvoir... Est-ce que l'Afrique n'est pas déjà battue sur ce terrain? Lorsque vous parlez des mers, des océans, ceux qui exploitent ces mers-là, jusque sur nos côtes, sont essentiellement des nations que l'on connaît. On parlait il y a quelques jours dans un autre magazine des nations de l'Europe de l'Est, de l'ancienne Europe de l'Est, des navires asiatiques, etc., où l'Afrique est absente. Est-ce que ce combat n'est pas déjà perdu? Vous avez raison en posant la question. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on est seul, on est très vulnérable. Mais lorsqu'on se met ensemble, on devient fort. Hier,
les États africains, chacun à sa manière, essayaient de mettre en valeur pour les pays qui ont une façade sur la mer, essayaient individuellement de protéger, de vouloir mettre en valeur. On a vu les résultats, et c'est ce que vous venez de dire à juste titre. Mais lorsque nous avons compris qu'il faut mutualiser les efforts, il faut harmoniser nos outils juridiques pour créer un cadre collégial, cadre juridique dans lequel les pays côtiers et non côtiers doivent pouvoir travailler pour sécuriser et mieux profiter des ressources contenues au niveau de l'espace marin, je crois que la donne va changer. Et Monsieur le Premier ministre, est-ce que cette unité-là n'est pas factice? La précédente réunion s'est tenue à Yaoundé sur les mêmes questions. Un certain nombre d'instruments avaient été produits. À ce jour, où en est-on? Qu'est-ce qui a été appliqué? Est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux? Est-ce qu'on ne retourne pas à la réunionite africaine? On se réunit, on prend des résolutions, mais la mise en application de ces résolutions est souvent difficile. Et au bout du compte, les résultats escomptés ne sont pas là. En quoi est-ce que le sommet de Lomé va être différent des autres sommets? Merci d'avoir posé cette question. Vous savez, il y a un adage chinois, je crois, qui dit « Un voyage de 1000 km commence toujours par le premier pas ». Lorsque vous effectuez un premier pas, ce pas est à sortir de la distance totale. Et donc, vous avez rappelé à juste titre la réunion qui s'est tenue à Yaoundé sur la même thématique. Je voudrais dire que le sommet extraordinaire de Lomé ne vient pas supplanter les idées évoquées et qui ont permis au continent de mieux comprendre les enjeux. Certes, on dira, oui, il y avait eu la réunion de Yaoundé, pourquoi encore une autre réunion? Est-ce que demain, il n'y aura pas d'autre? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'avons-nous fait pour qu'on arrive à cette réunion-là qui doit plutôt apporter quelque chose de plus? Tout simplement, je peux vous dire aujourd'hui, après la réunion de Yaoundé, il y a eu une classification, un regroupement par zone des États. Par exemple, le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, et nous faisons partie de la zone E. Il y a une répartition comme ça pour que nous puissions commencer par coopérer. D'abord dans des secteurs très je dirais, réduits, et échanger en termes de coopération les informations. Ça, c'est déjà un des acquis de... Est-ce que ça se fait? Ça se fait. C'est efficace? Ça se fait. Aujourd'hui, dans la zone E? Pour la zone E. Pour les autres zones? Pour les autres zones aussi, Très sincèrement? Très sincèrement, enfin, puisque c'est ça notre volonté, je ne vis pas au quotidien les réalités de ces zones, mais je suis persuadé que les efforts sont engrangés dans ces différentes zones. Par exemple, pour la zone E, la base, c'est à Cotonou. Mais vous irez là-bas, il y a des Togolais, des Béninois et d'autres nationalités qui travaillent, qui font que, il y a 2-3 ans, des pirates se sont aventurés sur la côte ici grâce à la coopération, grâce à la communication, ce qui ne se faisait pas avant de cette bonne manière, grâce à la rapidité dans le transfert des informations, on a vite pu mettre hors d'état de nuire ces pirates.
Là, Monsieur c'est dans le Premier domaine de la ministre- sûreté. Oui, Monsieur le Premier ministre, Oui. permettez-moi quelques bémols cependant. D'accord. Lorsqu'on songe à l'idée quand même que sur 54 États du continent, 36 sont côtiers. 38. 38, merci. Oui. Vous abondez dans mon sens. 90% des échanges commerciaux, vous l'avez dit, vous avez la gentillesse de le rappeler, s'effectuent par voie de mer et d'océan. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que, sans vouloir jeter l'anathème sur une corporation, la majorité de l'élite politique africaine est inconséquente au sens où les populations aujourd'hui peuvent se plaindre du fait que les eaux territoriales africaines sont ouvertes à ciel tout le ouvert, monde. donc à tout va, qu'il n'y a absolument pas de politique de synergie de compétences entre les différents États, que l'on sait par exemple que les containers qui circulent sur les flots des rives africaines ne sont pas du tout contrôlés, que certains équipements ne permettent pas même de contrôler exactement les cartes de navigabilité. Est-ce qu'on peut quand même se poser la question légitime de se dire mais où est l'Union africaine? Où est la légitimité d'un certain nombre de discours et de réunions, de sommets qui ont certainement leur importance quand il n'y a pas de palpabilité concrète pour le bénéfice des populations? Merci. Je faisais un développement par rapport à la question de votre collègue qui est à ma vrai. gauche. Et j'allais vous terminer en disant que pour construire une maison, il faut commencer par la fondation, continuer par mettre des briques l'une sur l'autre jusqu'à arriver au niveau où on souhaite atteindre pour la maison et pouvoir l'habiter. Donc, l'acte qui a été posé à Yaoundé est un acte sur lequel l'Union africaine continue et le sommet qui se tient à Lomé et dont le point fort est prévu pour samedi prochain va être, si vous voulez, la somme, la mutualisation de toutes les réflexions, de toutes les stratégies définies depuis Yaoundé jusqu'à ce jour. Je voudrais le dire et rassurer pour dire que tout ce qui se fera ici, ce n'est pas pour le Togo. Ce qui a été fait à Yaoundé, ce n'était pas pour Yaoundé, c'est pour le continent. Et donc, nous sommes en train de bâtir une maison, brique sur brique. Et ceci me renvoie maintenant à répondre à votre question en disant, vous avez raison de faire le développement que vous venez de partager l'inconséquence. avec nous. Mais seulement, je voudrais vous inviter à sortir un peu du pessimisme. C'est vrai, hier, le tableau, je dirais, a été sombre, mais de plus en plus. D'ailleurs, vous, les journalistes de gabarit, je ne sais pas ce qu'on aura à reprocher à vous aujourd'hui par rapport à vos pairs d'autres continents. Hier, peut-être, ce n'était pas pareil. Je dis bien hier. Peut-être ce n'était pas pareil. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir des compétences, comme je n'ai pas vos noms individuellement, mais qui ne connaît pas Alain Foucault, par exemple. Si on ne le connaît pas physiquement, du moins de nom. Qui n'a pas entendu parler de Yobi's News? Qui n'a pas entendu parler de Equinox? Ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Donc, faisons un petit bémol avec le pessimisme. L'Afrique s'est engagée sur une nouvelle trajectoire qui est celle de pouvoir se prendre en charge. Nous avons Alors, commencé, je ne vous interromps pas, Monsieur le Premier ministre, nous avons commencé par le fait qu'on dit qu'on va se prendre en charge. L'idée de cette union des télévisions est de regarder l'Afrique de façon pas pessimiste, optimiste, mais sans complaisance. Tout à fait. Bon, le principe, c'est, oui, on est optimiste, mais dans le même temps, on doit être réaliste. Tout à fait. Le constat que fait Amobe Mevegue est celui de dire ces mers-là sont dominées par d'autres. Nous sommes absents. Ces océans sont pillés. C'est un fait. C'est une réalité que tout le monde connaît. Que faisons-nous concrètement? Au sortir de ces réunions-là, quelle décision a été prise de nature à faire reculer cela? Vous avez parlé des pirates qui ont été combattus. C'est vrai. La piraterie a fortement reculé. Mais on a encore sur ces mers-là de la pêche sauvage. On a encore sur ces mers-là des bateaux qui battent pavillon de nos États, mais qui n'appartiennent pas à des locaux. C'est ça. Qu'est-ce qui va être concrètement fait au sortir d'ici? D'accord. Je crois que
Vous me laisserez le temps de répondre à cette question. Sans être long, monsieur le Non, Premier non, ministre. avec beaucoup de réalisme. Hein. Vous avez posé le diagnostic. Et je suis en train de vous dire que le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient en ce moment à Lomé et qui va voir la participation des chefs d'État et de gouvernement le samedi 15 prochain, a pour objectif d'harmoniser d'abord les outils juridiques. Ceux qui sont en train de spolier nos eaux, si on veut les combattre, il faut s'appuyer sur des textes. En termes de démocratie, il faut s'appuyer sur les textes, ne pas s'écarter, et comme ça, vous êtes couverts. Mais j'avais dit entre-temps, individuellement, nous sommes vulnérables. Mais ensemble, nous allons être forts. En quoi faisons? Toutes nos lois, les lois nationales, qui traitent, par exemple, de cette matière liée aux océans et aux mers. Nous sommes des États africains, mais nous sommes également membres des Nations Unies. Les Nations Unies, donc tous les États du monde, ont pris en compte des préoccupations liées à la piraterie, liées à la pêche non déclarée et que nous appelons communément la pêche in-in. Et donc, les États africains, et c'est là que nous encourageons tous les États à pouvoir ratifier ces conventions internationales, les lois nationales qui traitent de la question maritime, nous allons voir comment converger, mutualiser tout ce qui est au niveau national, sous-régional, régional et les traités et conventions internationales, enfin les conventions internationales. La charte qui va être adoptée sera un cadre qui va permettre aujourd'hui à l'Afrique de mieux combattre ces fléaux, à savoir le trafic, non seulement la pêche illicite, mais par les mers transitent des armes, la drogue, Des déchets toxiques. les déchets toxiques. Ces armes sont destinées à quoi? C'est ça qui crée l'insécurité dans nos États. Et sans la paix, sans la sécurité, sans la stabilité, on peut avoir les moyens, mais on ne peut jamais aller vers le développement. Donc, si vous dites les conteneurs, on n'a pas les moyens pour vérifier le contenu et autres, je vais ramener un peu le débat au niveau de mon pays, le Togo, pour dire que depuis quelques années, le port autonome de Lomé est en train d'être modernisé. D'abord, c'est le seul port en eau profonde dans la sous-région ouest africaine. Et donc, la modernisation en termes de logistique, les portiques aujourd'hui, le port de Lomé peut et abrite déjà les navires de 3e génération. Et donc, c'est devenu un port de transbordement. Tout l'équipement qu'il y a, je voudrais, en termes de sécurité, dire que nous avons des scanners et des portiques qui permettent de voir le contenu des conteneurs et de savoir ce qui est légal, de ce qui est illégal, et de combattre à partir de ces images que nous avons grâce aux outils modernes qui ont été implantés, de faire de sorte que le port soit un port sécurisé. Après cette émission, je vous invite à sortir, à aller vers un peu. Alors, monsieur Alain le Premier Foucault, c'est pas nager. Voilà. Alors, monsieur le Premier ministre, je vais revenir un peu, sans vouloir être pessimiste, je vous Oui. trouve très optimiste. Parce que, est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs en Afrique? Parce que l'Union africaine qui organise ce sommet représente quoi?
ce n'est pas la première fois que l'Union africaine fait signer des chartes. Je vous mets au défi de me dire combien de chartes sont respectées. Y a-t-il pas un problème de base qui est d'abord de construire une véritable intégration africaine où les gens pourraient parler de manière sincère afin d'adopter ces instruments? Une Union africaine qui s'autofinance déjà. Oui. Et une Union africaine où les chefs d'État peuvent se parler franchement, parce que pour ce qui se passe ici, on sait très bien qu'il y a certains chefs d'État qui ne sont pas associés tellement à ça et qui ne sont pas d'accord, à l'exemple du président rwandais. C'est vous qui le dites, mais je sais que le Togo a de très très bons rapports avec le Rwanda. Naturellement. Mais Très, sur, très bon. sur la question... Sur la question également, nous partageons les mêmes vues avec le Rwanda, Le Rwanda signera la charte? bien sûr. On est Et peut-être en allant accueillir les autorités qui viendront représenter le Rwanda, je vous demanderai d'être à nos côtés. Voilà. Alors sur la question de l'Union africaine, parce Oui. que ça c'est le nerf du problème, j'ai envie de dire. Ça veut dire qu'on a une union qui fonctionne très mal. C'est une union qu'on peut qualifier à juste titre d'un peu moribonde. Alors est-ce qu'on ne va pas produire des chartes totalement moribondes qui ne vont servir à rien? Non, je vous invite à prendre de la hauteur un peu par rapport Merci. à ce qui se fait sur le continent. Ne restons pas sur les clichés anciens. Ne restons pas du tout sur les clichés anciens. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays, peut-être ce serait un peu gênant de parler du Togo. Non, pas du tout. Ben, Vous êtes le Premier ministre du Togo. bon, d'accord. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler du Togo. Cette année, par exemple, au moment de l'adoption de la loi de finances 2016, c'est la première fois dans l'histoire du Togo que nous avons dépassé le chiffre de 1000 milliards. D'investissement. Oui, sur le budget 2016. Hier, ce n'était pas possible. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau. Nous avons l'espoir et nous travaillons, suivant la vision du président de la République, son Excellence M. Faure Essaozi-Nanya Singbe, de tout mettre en œuvre pour que nous ayons plus de ressources et que ces ressources profitent à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Raison pour laquelle, au mois de juin dernier, nous avons lancé, sous l'impulsion du président de la République, un vaste projet qui s'appelle le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire. On va en parler dans la seconde partie, D'accord. lorsqu'on parlera du Togo, et de l'économie et du développement. D'accord. Mais là, pour l'instant, on est dans le sommet. Oui. Revenons au sommet. Et on si vous parle de voulez bien. l'Union africaine. Et de l'Union africaine. Vous dites qu'on reste sur des clichés, ce ne sont pas des clichés. Plusieurs membres de l'Union africaine ne payent pas leurs cotisations. Tout le monde sait très bien que l'Union africaine ne peut pas s'autofinancer. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous croyez que les Africains vont être séduits par cette charte quand on sait que ceux qui commandent l'Union africaine n'ont pas intérêt à ce qu'une telle charte soit appliquée? Est-ce que vous Et qui sont connaissez- plus nombreux ici, aujourd'hui, pour le sommet. Bon, de toute façon, pour certaines de vos déclarations, je vous laisse la paternité de ces déclarations. C'est vérifié. Je vous laisse la paternité de ces déclarations. Mais pour ce qui m'importe, moi, je suis en train de vous dire que l'Afrique est en train de faire de la marche. Elle est en train de bouger. Elle est en train de faire bouger les lignes dans le bon sens. Et c'est pour ça que j'avais dit, entre-temps, d'éviter de rester sur les clichés anciens. Alors, quand vous parlez de charte qui sera moribonde, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour le dire. Si hier, certaines dispositions, peut-être prises dans le cadre de l'Union, n'ont pas pu donner des résultats escomptés ou ont donné des résultats assez mitigés, je crois que la prise de conscience qu'il y a aujourd'hui au niveau de tous les États membres de l'Union africaine, de toute façon, pour ma part, je suis optimiste. Pour dire, je peux terminer ce mot? Je suis tout à fait optimiste pour dire que
Puisque j'ai pris votre exemple pour dire que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça n'existait pas sur le plan de la C'est-à-dire communication. qu'on avance. On avance. On avance. Si ça avance dans le domaine de la communication, pourquoi pas dans le domaine de l'Union africaine pour mieux stimuler le développement de nos peuples. Donc, si nous comprenons bien, Monsieur le ministre, au sortir du sommet extraordinaire de Lomé, le gouvernement togolais pourra arraisonner un bateau français qui vient pêcher indûment dans les eaux territoriales togolaises. Tout à parce fait. que vous disposerez des instruments juridiques à propos. Tout à fait. Vous y croyez vraiment? J'y crois. Je veux Comment partager expliquer- votre optimisme. Comment expliquer que ceux-là même, puisque dans cette ville, en ce moment où se tient le sommet, une forte délégation française est là, une forte délégation européenne est là. Est-ce que vous compris allez... chinoise. Y compris chinoise. Allez-vous dans le même sens, compte tenu des intérêts qui sont quelquefois un peu divergents? Il ne faut pas voir les choses de façon sectaire. Mais on ne vous invite pas beaucoup quand il y a un sommet de l'Union européenne. Hein. On n'a pas le même type de délégation africaine qui se rend à Bruxelles. Monsieur Alain Sur ce type Foucault, de sujet. lorsque vous posez la question, donnez-moi le temps de répondre. Hein. Sinon, ce sera entre journalistes et moi, je serai spectateur. On vous donne ce temps. Vous avez cité des cas, des exemples de la présence des Français, enfin de l'Union européenne, des Chinois et autres. Nous sommes dans un monde aujourd'hui que des dévanciers ont qualifié de village planétaire. Donc le monde d'aujourd'hui est devenu un village planétaire. Et par conséquent, le problème de la piraterie, le problème de l'insécurité, le terrorisme aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est seulement en Afrique. Or, nous disons que 90% des trafics commerciaux passent par la mer. Lorsque l'Afrique produit, un État africain produit par exemple du coton et que nous pouvons exporter, ça passe par la mer. Lorsque un État africain veut importer des produits que nous ne fabriquons pas ici, la plupart transitent par la mer. Déjà, nous avons un cordon ombilical qui lie le continent africain aux autres parties du monde. Et donc, parler de la sécurité et de la sûreté maritime et le développement en Afrique ne veut pas dire que nous allons travailler en vase clos, puisque, j'ai dit, dans le cadre de la coopération, il faut, en termes de communication, échanger. Si nous ne sommes pas en partenariat avec les pays, les organisations que vous avez citées, comment est-ce que le partage d'informations pourra se faire? Alors, je vous emboîte le pas, Monsieur le Premier ministre, pour surfer, si vous le voulez bien, sur cet océan d'optimisme, en restant réaliste, parce que ceux qui nous regardent du côté de Tocoin, du quartier Saint-Michel, de Haneho, De Baie. ils voudraient des choses concrètes. Les ressources halieutiques sont importantes en termes de potentiel. Est-ce qu'on peut positiver et parler de l'impact en termes d'emploi potentiel, les loisirs? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces populations pour qu'ils comprennent à quoi sert ce sommet, qu'ils ne se disent pas que c'est encore une portion élitaire de l'Afrique, qui s'amuse et qui ne pensent pas à leur quotidien? Merci. Voilà, nous allons vers le vif du sujet. Au-delà de la charte, ou bien, pour reprendre la question, quelles seraient les retombées après l'adoption de cette charge? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque nous arriverons à sécuriser les espaces marins, avec les ressources, j'avais déjà fait allusion à des ressources, par exemple, les ressources halieutiques, les ressources minières et autres, lorsque cet espace marin sera sécurisé, c'est quoi? Et que nous allons nous mettre d'accord sur comment nos eaux, l'exploitation, par exemple, des ressources halieutiques doit se faire, c'est un arrêt qui est fait à ceux qui viennent piller nos ressources halieutiques. Ils ne peuvent plus. Et l'impact au niveau des emplois, est-ce qu'il est quantifiable? Justement, ils ne peuvent plus.
Et donc, le manque à gagner jusqu'à ce jour resterait pour les pays africains. Et si nous pouvons pêcher, il faut des hommes et des femmes. Ce serait un circuit. Ceux qui vont pêcher, ce ne sont pas eux forcément qui vont rentrer dans le circuit de la commercialisation. Et donc, il y a les femmes, il y a les jeunes. Alors, pour répondre concrètement, je voudrais rassurer mes compatriotes qui m'écoutent pour dire que sécuriser l'espace marin, les retombées, c'est au niveau de l'emploi de la jeunesse. Et pour preuve, il vient d'être créé au Togo une école de formation des gens du travail de la mer, ce qui n'existait pas. Donc, lorsque nous allons former les ressources compétentes, les armateurs, les consignataires et autres, ce ne sont plus, si vous me le permettez, des expatriés qui assumaient ces fonctions hier qui vont le faire. Mais cette fois-ci, nous disposerons des ressources humaines compétentes, bien formées, qui vont travailler toujours en lien avec nos partenaires de l'extérieur. Est-ce qu'il y a déjà une démarche pour développer cette filière de la pêche dans la plupart de ces États-là? Parce qu'on a l'impression que ça reste quand même les parents pauvres de cette industrie-là. Tout à fait. Jusqu'à ce jour, la pêche, pour ce qui est de mon pays, on peut dire que nous ne tirons pas l'essentiel. Des potentialités existantes, nous ne tirons pas. Mais aujourd'hui, le président de la République a décidé, nous allons mieux aménager le port de pêche de Lomé. Et ceci avec l'appui d'un de nos partenaires, notamment le Japon. Et je vous invite d'ici quelques mois encore, vous verrez le développement qui va se faire au niveau du port de pêche de Lomé. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours celui qui va en haute mer pour pêcher, ce n'est pas lui qui viendra fumer des poissons ou aller sur les marchés de l'intérieur du pays pour la vente. Et donc, vous comprenez que lorsque nous allons maintenant maîtriser les mécanismes de pêche et que nous allons nous doter des moyens pour pouvoir, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la formation, il faut avoir aussi les moyens et les outils pour pouvoir opérer à bon escient. Lorsque nous allons, et c'est le cas de tous les autres États africains, tout récemment j'étais à l'île Maurice sur ces questions de l'économie bleue. Vous savez, tous les pays africains ont pris conscience que l'économie bleue est à notre ère, je dirais, la source. Un levier de croissance, merci de m'avoir prêté cette expression, un levier de croissance. Et par conséquent, les dispositions se prennent. Si elles ne le sont pas déjà dans certains pays, ailleurs, ces dispositions sont en cours. Ce que nous avons vu à l'île Maurice, c'est édifiant. Et ce que le Togo envisage de faire, et c'est ça, l'espérance, l'espoir pour la jeunesse togolaise d'avoir de l'emploi, pour nos femmes, nos commerçantes d'avoir de l'emploi, et ce n'est pas seulement pour les Togolais. Alors, Monsieur le Premier ministre, Dernière question avant que nous... Oui, et la gouvernance dans tout ça. La gouvernance dans tout ça. Parce qu'en réalité, vous savez, l'une des raisons, justement, de cette piraterie maritime ou bien de cette insécurité, c'est aussi la mauvaise gouvernance. Parce qu'on parle des bateaux qui viennent pêcher... On va en parler dans une dizaine de minutes, juste après une page de publicité, puisque dans cette seconde partie, on parlera de la gouvernance, on parlera du Togo, on parlera des différents sujets sur ce pays, dont on parle très peu finalement, mais où il se passe beaucoup de choses. On parlera de gouvernance, on parlera d'alternance, on parlera d'économie, on parlera de social. On se retrouve juste après une page de publicité. Merci. À très vite.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce débat consacré cette semaine à l'économie bleue en Afrique, avec ce sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé. Un invité spécial, un invité de marque, le Premier ministre du Togo, qui nous fait l'honneur de venir ici répondre aux questions de plusieurs confrères, de plusieurs médias. D'abord, YouBiz News, la chaîne panafricaine représentée ici par Amobé Mevege, son créateur, et puis juste à côté de lui, Jules Ndomché, le directeur général de Vox Africa. À côté de moi, Séverin Tchunke, le patron de Equinox TV, l'autre chaîne panafricaine installée au Cameroun. Dans la première partie de ce magazine, nous avons évoqué le sommet de l'Union africaine. En gros, dans cette seconde, nous allons évoquer les sujets togolais, puisque le Togo vit, le Togo bouge depuis plusieurs années. Mais avant de terminer cette première partie, il y avait une question de la part de Oui, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'était sur la gouvernance, parce qu'on parle beaucoup de sécurité, mais on sait que l'un des gros problèmes aussi qui renforce cette insécurité, c'est la mauvaise gouvernance, parce que ces bateaux qui viennent pêcher de manière désordonnée, on sait que ça se fait avec la complicité des locaux. Et si on prend par exemple le golfe de Guinée, on sait que l'une des raisons pour laquelle cette zone a été pendant longtemps très mouvementée, c'est parce que certains gens estimaient qu'il y avait une mauvaise redistribution des richesses liées notamment au pétrole et aux produits de la mer. Alors, quelle est la place qu'on accorde à la gouvernance dans ce sommet? Oui, la charte qui va être adoptée prend en compte toutes ces dimensions. Alors, lorsque vous dites que peut-être l'utilisation des fruits, des ressources pétrolières et autres, ce n'est pas la mauvaise gouvernance en termes de redistribution qui a attiré les pirates. Dans le delta du Niger, si. Oui. Dans le delta du Niger, si. Oui, dans le delta du Niger, puisque nous parlons de la piraterie et de tout avait commencé dans le golfe d'Aden. Absolument. Dans le golfe d'Aden, et subitement, avec la mutualisation des actions contre ces pirates, le phénomène s'est déplacé dans le golfe de Guinée. Il y a une trentaine d'attaques Oui. par année, Oui, par année. violentes. Tout à fait, vous avez raison. Le problème, l'épicentre aujourd'hui, c'est au niveau de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement dans le golfe de Guinée. Et donc, la mutualisation des efforts, c'est que hier, on parlait du golfe d'Aden, aujourd'hui, golfe de Guinée, demain, c'est où? Autant créer un cadre qui prenne en compte effectivement ce que vous avez dit, la bonne gouvernance et je dirais, la coopération, la solidarité pour combattre ces fléaux que sont la piraterie, la pêche illégale dans nos eaux, la spoliation de toutes les ressources marines, sous-marines, et de pouvoir profiter de ces ressources et s'occuper de nos populations. C'est pour ça que j'avais dit, entre-temps, tous les crimes qui se développent au niveau de la mer ont leur finalité d'insécurité sur le continent. Et donc, en sauvegardant, en sécurisant nos mers et océans, nous avons l'espoir de pouvoir mieux mettre en valeur toutes les ressources disponibles pour pouvoir s'occuper de nos populations. Et comme vous avez dit qu'on reviendra sur le cas du Togo, sinon j'allais vous dire ce qui est fait depuis 2004 en termes de bonne gouvernance. Le président de la République a initié et nous avons créé l'action de l'État en mer. Il y a aujourd'hui une préfecture maritime. Il y a la marine marchande. Donc nous avons des structures et nous avons pris des textes de loi pour accompagner tout ceci au point que, aujourd'hui, je suis certain que tout ce qui nous avait échappé par le passé ne se fera plus. Alors, on parlait de gouvernance. Là, c'est une transition rêvée. Nous allons parler de gouvernance ici, au Togo. On revient aux choses très togolaises. On sait qu'il y a quelque temps, on avait parlé de gouvernement d'ouverture après les élections. Vous êtes le Premier ministre. L'opposition attend toujours l'ouverture, puisqu'il n'y a pas eu de ministre de l'opposition dans votre gouvernement. La promesse faite n'a pas été respectée. Pourquoi ? Je souris un tout petit peu parce que je crois que votre lecture est un peu erronée. Peut-être, oui,
parce que vous n'avez pas les bonnes sources, vous n'avez pas les bonnes informations. Donc, je vais vous dire très rapidement ceci. Le président de la République, le président Faure, est quelqu'un qui a mis au cœur de sa politique la réconciliation. Toute sa politique est basée sur la réconciliation parce que, j'avais dit entre-temps, lorsqu'on est seul, on est vulnérable. Mais quand on est ensemble, on est fort, solidaire et on peut affronter toutes les difficultés. Donc, le président de la République a, et je suis très bien placé pour le dire, bâti sa politique sur le pardon, l'écoute, la main tendue. Alors, et si vous dites que dans le gouvernement actuel, il n'y a pas l'opposition, je vous dis non. Il y a des membres de l'opposition. L'opposition togolaise est plurielle. Peut-être, vous voulez parler d'un parti politique qui n'est pas dans le gouvernement. Si tel est le cas, vous le dites et nous allons vous donner la réponse. Sinon, dans le gouvernement actuel, il y a... Donc vous estimez que l'ouverture est faite alors avec votre gouvernement? Oui, bon, M. Alain Foucault, on peut amener son âne au marigot, mais on ne peut plus forcer l'âne à boire l'eau. Vous le savez. Monsieur le Premier ministre, vous parlez de réconciliation, de climat politique apaisé, mais pourtant, le 20 août 2016, on a célébré les 10 ans de l'accord politique global. À ce jour, il ne me semble pas, selon nos informations, que 50% de cet accord politique global ait été mis à exécution ou en application. Qu'en est-il exactement? Et pourquoi cela traîne 10 ans après? 10 ans après, si cet hôtel, là où nous sommes là, si seulement le lieu pouvait vous dire, vous entendrez, vous comprendrez beaucoup de choses. C'est ici même, un dimanche 20 août 2006, que l'accord politique global a été signé. Un dimanche, jour de Dieu. Tous les jours sont les jours de Dieu, mais dimanche, foncièrement consacré pour louer le Seigneur qui nous a donné tout ce dont nous bénéficions. Pour les chrétiens. Pour les chrétiens, Allah et les noms que vous voulez. Hein? Pour le dimanche. Bon, voilà. Et donc, l'accord politique global, toutes les dispositions déclinées à ce jour ont été exécutées. Ont été exécutées. Je vais vous donner un exemple. C'est pas ce que pense CAP 2015. Hein? Pardon? Ce n'est pas ce que pense CAP 2015, qui vient de tenir d'ailleurs un colloque sur l'alternance et qui a fait une évaluation de la mise en application des accords de 2006. C'est ça. Est-ce que vous pouvez me définir un peu ce que c'est que la démocratie? La démocratie, c'est la liberté qui est donnée aux uns aux autres de dire ce qu'ils pensent, de faire ce qu'ils veulent, croyant que c'est ça la bonne manière de faire. Et donc, si vous dites que certains ont une autre lecture, je crois que ces certains-là, en termes de démocratie, ne représentent pas la majorité pour que vous puissiez dire, bon voilà, par rapport à ce que certains auraient dit, rien n'a été fait. Oui, je vous dis tout simplement. Le pays a connu des temps de braise. Est-ce que vous considérez, c'est notre formulation, que le climat politique dans sa pluralité d'expression est apaisé? Bien sûr, bien sûr. Demain, essayez tout simplement de voir le nombre de publications que nous avons au Togo et lisez, regardez un peu le ton et vous verrez qu'au Togo, la démocratie fait bel et bien son bonhomme de chemin et nous nous réjouissons. Mais ceci ne veut pas dire que nous allons dormir sur nos lauriers. Nous allons toujours continuer par travailler et faire de sorte que peut-être ceux qui ont d'autres préoccupations et qui ne veulent pas, peut-être, je n'accuse personne, hein, mais je dis... À peine. Non, 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 pas du tout, l'un de moi. Je voudrais dire tout simplement que depuis l'accord politique global de 2006 jusqu'à ce jour,
la politique du président de la République est une politique de main tendue. Et pour former le gouvernement actuel, comme je suis le Premier ministre, les instructions, les démarches que le président de la République nous a demandé de faire, je ne vais pas tout dévoiler. Vous savez, quand vous voulez construire, il faut savoir encaisser des coups, mais ne jamais donner. Et par conséquent, si le CAP 2015 a organisé une activité sur... comment vous avez dit? Parce que moi, je suis préoccupé par le sommet, je ne sais même pas de quoi il est question. Oui, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, vous n'allez pas faire croire ça. Pardon? C'était une sorte d'évaluation de cet accord global-là. Selon eux, ils estiment que l'accord n'est pas respecté. Dans sa Et ils citent les points qui ne sont pas respectés. Oui. Ben, je vous disais entre-temps que, je le dis en toute humilité, hein, on peut amener son âne au marigot, mais on ne peut plus le forcer à boire. Pour eux, pour vous, c'est pas eux qui... Pour le travail qui a été fait, et tout récemment, au mois de juillet, le Haut commissariat pour... la réconciliation. Voilà, Vérité, justice et réconciliation. Tout à fait, monsieur Alain Foka, vous êtes... mais vous prendrez la nationalité togolaise, là, vous connaissez. Pour certaines questions, vous connaissez bien les sujets. Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas parce que nous parlons d'une thématique maritime que vous voulez amener monsieur Foka et nous autres en bateau. Non, pas du tout en bateau. Je suis très serein et je vous dis la réalité. La réalité, c'est que le H-Crown a regroupé dans cet hôtel même, En juillet, toutes les couches socio-professionnelles, à commencer par les acteurs politiques, pour réfléchir sur notre parcours. Qu'est-ce que nous devons faire pour que, ensemble, la construction de ce pays soit l'œuvre de tous et de toutes? Regardez un peu les conclusions de... Oui, mais ils s'interrogent sur ce rapport qui a été produit et qui, pour l'instant, reste lettre morte. Qui s'interroge? Ceux qui ont participé à ce rapport, c'est-à-dire toute cette classe politique, tous bords confondus, s'est dit, oui, mais ce rapport que l'on a remis en juillet, nous sommes en octobre, que devient-il? Qu'en faites-vous? Certains avaient même pensé, 5e République, d'autres avaient pensé à de fortes réformes constitutionnelles. Pour des forums de ce genre, les propositions qui ont été faites, il faut bien les ruminer, c'est-à-dire bien voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire et ne soyez pas étonnés, les dispositions sont en train d'être prises pour que, comme l'avait souhaité la CVJR, il y aura la mise en place d'une commission pour examiner des questions qui ne sont pas peut-être telles que vous l'aviez dit entre-temps au niveau de l'APG. Non, ce n'est pas l'APG. Le travail que la CVJR avait fait, les recommandations Commission, et autres... Vérité, justice et réconciliation. Ces recommandations, il va y avoir très très prochainement une commission qui va être composée des hommes et des femmes de différents bords et de différentes origines socio-professionnelles pour examiner à fond... Monsieur le ministre, pour rester sur la métaphore du... Monsieur le Premier ministre, pour rester sur la métaphore du bateau... Il ne faut pas lui voler le premier. Ah oui. Pour rester sur la métaphore du bateau, certains Togolais pensent justement que le gouvernement les mène en bateau, parce qu'on va de forums, de commissions, etc., mais il n'y a rien de concret. Si on veut réformer un pays, il n'y a qu'à prendre des décisions, et ces décisions viennent de la volonté politique. Pourquoi gagner un peu? On a l'impression qu'on veut gagner du temps. Non. Vous voyez, quand... Ça dépend de là où, du prisme, de côté où vous êtes pour voir et regarder la chose. Depuis 2005 jusqu'à ce jour, je crois que les Togolais, dans leur grande majorité, les Togolais de bonne foi, reconnaissent que le président de la République, avec sa politique, est en train de permettre aux Togolaises et aux Togolais d'avoir de l'espoir pour un lendemain meilleur.
Je dis bien. Alors, la très grande que mettre à majorité. son crédit, bilan de ces années, que peut-on concrètement dire? Oui, voici ce qu'on peut mettre au crédit de Faure Gnassingbé, qui est arrivé aux affaires en 2005. Rapidement, parce que le temps tourne vite. D'abord, je vous ai parlé de cette réconciliation. Avant, le climat sociopolitique togolais était un peu heurté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut le reconnaître. Vous savez, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais au moins apprécier ce qu'il fait de bien. Alors, ça c'est le premier point. D'accord. Qui peut être discuté, c'est le premier point, la réconciliation. Certains pensent que non. Le second point, ce serait quoi? Le second point, sur le plan du développement. Sur le plan du développement, aujourd'hui, sur le plan des affaires, il y a eu une nette amélioration du climat des affaires, de sorte que, comment il s'appelle, la structure Doing de la business. banque du business, créée en 2002 par la Banque mondiale et qui évalue les États à travers leurs mécanismes propres à eux, c'est la première fois que du business est venu au Togo. Et je vous assure, l'analyse qu'ils ont faite, les gens qui étaient dans cette mission, les observations, puisqu'ils ont écouté qui ils veulent, c'est eux-mêmes qui décident d'aller ici ou là, d'entendre tel ou tel autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, monsieur le Premier ministre? Ils ont dit les conditions pour l'amélioration des affaires a extrêmement évolué et dans le bon sens. Bien. Je vais vous dire aussi un autre fait qui est à l'actif du président de la République. L'année dernière, au mois de décembre, le conseil d'administration de Millennium Challenge Corporation, MCC, des Américains, a élu à l'unanimité le Togo au Threshold Programme, ce qui n'a pas été le cas depuis des années. Et donc, aujourd'hui, nous sommes élus au Threshold Programme, ou bien au programme Seuil, et nous sommes en train de travailler pour le programme Compact. Ça aussi, les partenaires qui, hier, ne s'intéressaient pas au Togo sur certains plans et qui, aujourd'hui, courent. Je vais vous citer un autre exemple encore. Aujourd'hui, le Togo semble devenir une plaque tournante des banques. Nous avons à ce jour près de 13 banques de renommée régionale et internationale. Vous en faites une place financière. Avant que vous n'évoluiez dessus, je pense qu'il y avait quelqu'un qui voulait poser la question justement Oui. sur pourquoi toutes ces banques-là, est-ce que vous voulez faire une plateforme financière ou bien un pays, on va dire, un paradis fiscal? Non. Je crois... Pardon? Je vais pouvoir répondre à la question, non? Et si les banques viennent, ce n'est pas à la demande du Togo. Ce n'est pas la demande du Togo. Tout simplement, c'est l'environnement, comme je l'ai dit, l'environnement des affaires qui s'est amélioré sensiblement, qui est l'attrait vis-à-vis de ces banques qui viennent s'installer et qui travaillent en toute liberté. Et ça profite aussi aux Togolais. Lorsque les banques viennent, elles ne viennent pas avec tout le personnel qu'il faut. Donc, c'est un moyen aussi de donner de l'emploi à nos jeunes qui sont formés, soit dans nos universités sur place ici, ou qui ont eu à se faire former à l'extérieur. Oui, donc, c'est un mécanisme qui permet au Togo de régler le problème de l'emploi aussi, et non une plateforme financière pour la forme. Oui, vous voulez faire du Togo une plateforme financière, hub financier. Mais il y a des prérequis d'abord, il y a des préconditions. Quels sont les instruments juridiques qui permettent à un investisseur ou quelqu'un qui veut placer son argent au Togo d'être rassuré qu'à partir du Togo, il peut faire toutes les transactions sans des formes de tracasserie? Quels sont les éléments qui peuvent rassurer l'investisseur que le Togo va devenir la Suisse où on peut placer son argent, mouvementer son argent sans avoir des problèmes?
En d'autres termes, et subsidiairement, vous avez dit tout à l'heure que le climat des affaires était amélioré, certes, mais le Togo aujourd'hui, en termes de transfert de propriété foncière, a le taux le plus lent, le plus bas d'Afrique. C'est 288 jours, selon un rapport de la Banque africaine de développement, contre une moyenne de 58 jours en Afrique subsaharienne. D'accord. Vraiment, j'apprécie votre façon de lire les choses. Tout simplement, vous mettez l'accent sur les secteurs qui n'ont pas encore connu suffisamment d'évolution. Je vous ai dit qu'avec du business, il y a un ensemble de paramètres sur lesquels les États sont évalués. Notamment, pour créer une entreprise, combien de temps? Vous ne l'avez pas abordé. Mais je vais vous dire, le Togo a créé le centre de formalité des entreprises. Avant, vous pouvez mettre presque, je dirais, 100 jours pour créer une entreprise. Mais aujourd'hui, en 24 heures, vous pouvez créer votre entreprise. Qu'est-ce qui a été fait? Toutes les structures nécessaires à être impliquées dans le processus de création d'une entreprise qui était sur des sites éparses avant ont été regroupées au niveau du CFE, le Centre de formalité de création d'entreprise. De sorte que si c'est pour des entreprises à responsabilité limitée, qui n'a pas besoin forcément d'aller chez un notaire avant d'être validé,